Vous l'avez entendu, l'enregistrement est en cours. Et donc, sur ce format d'une heure, on va faire des analyses et des retours d'expériences d'un territoire rural. Donc, je vous présente les intervenants qui vont apporter leur contribution. Donc, Anne-Cécile Britt, qui est donc du coup animatrice, coordinatrice alimentation locale à Etersivam Bretagne et co-animatrice du RMT Alimentation locale, donc qui est copilote du projet Atlas 2. Catherine Darro également, sociologue et maître de conférence à l'Institut Agro-Angers et coordinatrice scientifique du volet 1. Louise Romageau, donc chargée de mission du PAT au PNR du Perche. Et donc Amélie Carrère, chargée de mission recherche et développement sur résilience alimentaire à Terralim et Institut Agro. Et donc dans le cadre d'un dispositif plan de recherche, préservation de l'emploi, recherche et développement. Donc, pour situer les résultats, nous allons présenter le projet de recherche-action Atlas 2. Et donc, est-ce que Anne-Cécile, en bref, qu'est-ce que le projet Atlas 2? Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, en quelques Alors, minutes? bonjour à toutes et tous. Donc, je vais vous dire quelques mots. Donc, d'abord de la genèse très rapidement du projet Atlas 2 et puis de quoi il s'agit quand on parle de ce projet-là. Donc, déjà, vous décryptez un peu l'acronyme. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Atlas? C'est Atlas pour Action territoriale pour l'alimentation solidaire et soutenable. Donc, c'est un projet qui s'inscrit dans le temps, puisque donc, vous le voyez au numéro Atlas 2, donc c'est la suite d'un projet Atlas 1 qui s'est déroulé de 2015 à 2019 et qui avait pour objectif d'outiller les territoires ruraux pour l'élaboration de stratégies alimentaires. Donc, il avait été mené avec 3 territoires pilotes, Belle-Île-en-Mer, Brocéliande et l'Ouest Cornouailles, dont Belle-Île-en-Mer qu'on retrouve dans les partenaires du projet Atlas 2. Et donc, vous pouvez en savoir plus sur le site internet du projet dans la rubrique Atlas 1. Donc, je ne vais pas m'étendre sur les résultats de ce projet-là, mais si ça vous intéresse, tout est disponible sur notre site dans la rubrique ressources. Et donc, suite à ce projet, en fait, plusieurs partenaires de ce premier projet Atlas avec de nouveaux partenaires ont fait le constat, en fait, du manque de la question de la résilience alimentaire dans les projets alimentaires territoriaux, mais aussi dans les réflexions autour des systèmes alimentaires territoriaux, du manque de la question de réaction en cas de crise et de la prise en compte des risques. On a fait ce constat aussi au niveau national au moment de la conception du projet, c'est-à-dire 2019, environ 2019. Depuis, on voit qu'il y a quand même des réflexions qui ont eu lieu, notamment en lien avec la crise du Covid et puis plus récemment avec la guerre en Ukraine. En tout cas, au moment de la conception du projet, c'était très peu le cas au niveau des collectivités et au niveau national. Et donc, on a conçu ce projet pour proposer des méthodes et des outils pour penser et organiser la résilience alimentaire des territoires face aux crises et aux menaces, et en les aidant notamment à intégrer les questions de résilience alimentaire dans les PAT, en tout cas d'adaptation face aux risques et d'atténuation des effets des crises. Ce projet, comme ça, il a germé un petit peu en 2019 et puis il a pu se concrétiser grâce à un financement en 2020. Donc, on a réuni, ce projet, il a réuni différents partenaires, des acteurs du développement, donc Sivam Bretagne et Terralim qui ont été présentés, des acteurs de la recherche, l'Institut Agro avec l'UMR Réseau, l'INRAE avec l'UMR Innovation et le laboratoire du CNRS Droit et Changement Social, des experts indépendants qui sont listés ici et donc vous pouvez retrouver toute la description dans la description des partenaires. Donc sur notre site, vous recevrez bien sûr le support de présentation avec tous les liens cliquables à chaque fois. Et donc, ce projet, il s'appuie sur des partenaires sur des territoires ruraux, des partenaires du projet. Donc, on en a 6 qui marchent un peu par groupe de 2. Donc, 2 laboratoires des intercommunalités avec Dinan Agglomération et la communauté de communes Val-d'Isle d'Aubigné. Le laboratoire des parcs naturels régionaux, donc le PNR du Perche, dont on aura un témoignage tout à l'heure, et le PNR du Golfe du Morbihan, et le laboratoire des îles avec Bréa et le CPIE de Belle-Île-en-Mer, qui est une des rares associations à porter un projet de PAT.
Et donc, ce projet, il a obtenu un financement en 2020, ce qui a permis son démarrage en 2021. Et il se déroule de 2021 jusqu'à 2023. Il est soutenu donc par la Fondation de France et par le plan de relance. Et on a intégré un premier volet de décryptage pour décrire les trajectoires alimentaires des territoires partenaires et faire un bilan de la crise Covid sur ces territoires. Donc, ce premier volet, il a été finalisé donc en fin d'année 2021. Et donc, on va vous présenter les résultats de ce premier volet dans la suite du webinaire. Le second volet donc, qui se déroule actuellement, le volet 2, qui est anticipé. Donc ici, on fait une étude prospective de rupture alimentaire dans les territoires. Et donc, on va vous en dire un peu plus en fin de webinaire pour ouvrir sur la suite du projet, avec également le volet 3 pour outiller et faire des préconisations juridiques et organisationnelles. Et donc, on va présenter tout de suite les résultats du volet 1. Voilà. D'accord. Merci Anne-Cécile. On a bien compris que les travaux qu'on va présenter sont les premiers résultats d'Atlas 2 et qui en appellent d'autres. Donc ici, on va vous présenter donc, sur la diapositive suivante 2 principaux enseignements à partager avec vous. Le premier que va exposer Catherine Darro, c'est le processus de transition alimentaire qui s'est maintenu, voire accéléré. Et donc, malheureusement, Catherine devra partir un peu après sa présentation. On vous remercie d'avance de votre compréhension. Et le deuxième enseignement, c'est le rôle de révélateur de la crise sanitaire pour les vulnérabilités des systèmes alimentaires locaux. Donc ici, on va présenter une analyse globale, en fait, mais vous pouvez retrouver la description inspirante des différents impacts de la crise sanitaire à travers 6 territoires ruraux que vous pourrez retrouver à travers des fiches que vous pouvez télécharger sur le site Internet. Du coup, Catherine, quels enseignements sur les trajectoires alimentaires sont observés depuis longtemps? Et du coup, qu'est-ce qu'on peut dire du processus qu'on a pu observer? Catherine Darro, si tu veux bien. Oui. Est-ce que tu peux mettre les diapos concernés? Voilà, merci. Peut-être un petit mot méthodologique. Le volet 1 du projet Atlas s'est intéressé au moment du confinement, parce que quand on parle de crise, il faut savoir ce qu'on intitule comme crise, mais s'est intéressé aussi à comment ce moment-là a pris place dans des trajectoires de transition qui étaient déjà là, qui étaient déjà en dynamique, et ce qu'on pouvait en dire. Donc, cette question-là, de décrire les trajectoires longues de transition, elle était déjà traitée, on avait déjà fait un long travail dans le cadre du projet Frugal. Ce n'est pas mentionné sur la diapo, mais la colonne de gauche s'appuie là-dessus, qui était un projet PSDR4 qui a duré entre 2015 et 2020, qui comparait des aires urbaines, des grandes villes françaises, 11 exactement, dont celle de l'Ouest. Et l'enquête dans Atlas 2 a confirmé finalement des résultats qu'on avait commencé à mettre en ordre dans le cadre de Frugal. C'est-à-dire que ces transitions, si on doit styliser un petit peu les processus qu'on observe, elles auraient en commun finalement d'être initiées par des niches pionnières qui investissent tel ou tel sujet. Ça peut être très variable d'un territoire à l'autre. Ça peut être l'aide alimentaire, ça peut être les changements de pratiques agricoles, ça peut être la vente directe. Presque chaque les labels, presque chaque territoire a son identité, mais ces niches-là amorcent quelque chose d'une alternative au mainstream agro-industriel. Ça peut dater des années 80, la date de départ est variable aussi d'un territoire à l'autre. Petit à petit, ces niches entrent en réseau en tant qu'alternative. Finalement, elles se consolident. Tout en faisant ça, elles viennent s'arrimer au système alimentaire plus classique, plus agro-industriel de ce territoire-là, qui lui-même n'est pas insensible aux crises du moment, aux évolutions, aux changements d'ambiance, et suit ses propres dynamiques de changement. Donc, quand cet ensemble-là, dans les territoires qui sont les plus dynamiques, les plus avancés, les plus pionniers, si on peut dire, se mettent à travailler ensemble dans des PAT qui peuvent être déjà anciens, par exemple, des projets alimentaires territoriaux, on a une forme d'institutionnalisation de ces transitions qui intègre le mieux possible tous les acteurs, et qui signe finalement une transition qui est déjà bien avancée vers des systèmes alimentaires territorialisés. À nouveau, les territoires peuvent être assez variables dans leur rythme et dans les thématiques qui sont progressivement investies, mais tous tendent vers ces lectures systémiques.
Je suis aujourd'hui à la réunion du RNPAT à Paris, on reconfirme tout à fait cette lecture-là. Et puis, un second projet de recherche qui a fait suite, qui était une enquête qu'on a conduite, l'équipe d'Atlas 2 quasiment à l'identique, pendant le premier confinement, qu'on a improvisé sur le moment parce que ça nous paraissait évident d'engager, je dirais bien un monitoring, un suivi de ces événements de crise à chaud. Notre hypothèse, on avait quelques hypothèses pour démarrer ce travail, c'était que d'abord, si on attendait l'après-crise pour se faire raconter ce qui se passait, les mémoires allaient travailler, les récits allaient se recomposer, on n'arriverait pas à saisir ce qui se passe. Et puis, on voulait aussi contribuer par une recherche-action à faire circuler les solutions innovantes, très comme sur l'image, au niveau de la rue, au niveau de l'individu, de la montée d'immeubles, parce qu'on pensait que c'était là que la résilience se jouait beaucoup. Donc, on en a tiré quelques résultats qui sont une explosion des circuits courts, mais qui on sait maintenant temporaire. C'est-à-dire que tout de suite après le confinement, finalement, ces circuits courts ont repris leur régime d'avant-confinement. Une envie plus tendancielle des populations urbaines de réfléchir à des modes de vie plus ruraux, plus en phase avec leurs préoccupations environnementales et avec un certain confort de vie, et peut-être aussi avec une certaine sécurité alimentaire de proximité. Et donc, une nouvelle pression foncière dans les territoires ruraux attractifs, notamment littoraux, les parcs, etc., périurbains. Une place importante de l'autoproduction et de la convivialité pendant le confinement, avec un certain sillage après-crise, mais enfin surtout pendant le confinement grâce au temps libéré. C'est-à-dire qu'on savait déjà qu'en situation de crise, quelle que soit la crise, les gens ont d'abord la stratégie d'autoproduire et puis la stratégie ensuite de se rapprocher des producteurs. Et enfin, peut-être de revoir leur choix de consommation. Et là, on l'a vu très clairement, là, ce mouvement vers l'autoproduction. Et puis, plus surprenant pour nous, je pense qu'on s'y attendait pas autant, on a constaté le rôle absolument central joué par les collectivités locales et en particulier par la figure du maire, maire de commune, qui a été un modérateur des décisions de crise, en particulier pour réouvrir, refermer les marchés, toutes les décisions sanitaires, la régulation des décisions territoriales, bien plus important que ce qu'on en disait jusque-là. Et ça, voilà, c'était un résultat qu'on a voulu porter. Tu peux passer à la diapo suivante, peut-être, Blaise. Donc, sur cette base-là, on a démarré Atlas 2 en ayant connaissance de ces premiers résultats, et on a poursuivi l'enquête en situant finalement le moment du premier confinement et son sillage dans l'année qui suivait, dans cette lecture des dynamiques de transition sur le temps long, en comparant, sur la droite, vous avez à nouveau la liste de nos 3 laboratoires, les PNR, les îles et les intercommunalités. Il y a des choses qu'on a observées partout, quelle que soit la nature du territoire. Les projets alimentaires territoriaux se sont renforcés, ils ont été plus légitimes et aussi plus systémiques. C'est-à-dire qu'il y a eu une prise de conscience des acteurs à la faveur de cette crise, de la nécessité de traiter tous les aspects du système alimentaire. Ce n'est pas pour ça qu'ils y arrivent d'emblée, mais en tout cas, dans les énoncés, dans ce qu'on appelle les récits, la lecture est beaucoup plus systémique qu'avant le confinement. Production, transformation, logistique, distribution, stock, gouvernance, inclusion sociale sont les thématiques qui maintenant mobilisent tout le monde, au-delà du changement climatique ou de la pollution, par exemple. Les actions foncières des collectivités locales sont aussi devenues quasiment systématiques dans ces PAT ou autour d'eux. On observe aussi de nouvelles vocations professionnelles agricoles assez alternatives qui sont en train de chercher leur identité, mais qui viennent finalement se proposer comme des alternatives assez radicales dans un contexte où la démographie agricole pose problème, et même un problème assez crucial. Les effets du confinement et de la crise Covid viennent déclencher finalement des réflexions pour de nouvelles installations dont on sentira les bénéfices dans 5-10 ans sans doute, mais il y a quelque chose d'intéressant à suivre là, à étudier. Et puis des dynamiques d'acteurs renforcés, des réseaux mieux préparés aux crises. Si on résume ce qu'on pense avoir observé, l'expérience d'une crise aussi intense que le premier confinement a finalement permis d'apprendre comment ça se passe, de le vivre. Et on pense que des ressources se sont composées à ce moment-là, se sont expérimentées et même fabriquées, qui là sont en dormance parce que les choses vont mieux, mais saurait se réactiver en un temps très bref, presque instantanément, si une nouvelle crise intense du même ordre se reproduisait. Par contre, les territoires ont aussi des spécificités. Ces formes organisationnelles des territoires géographiques ou institutionnels
leur donne des places différentes dans l'accompagnement de ces transitions. Les parcs naturels régionaux ont plutôt statutairement un rôle de coordination. Ils n'ont pas tellement d'instruments de gouvernance et d'action publique, ils ne sont pas dotés de ça dans leur statut, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas, quand ils sont porteurs de PAT, ou quand ils s'inscrivent dans les PAT de leur propre territoire, ils ont assez peu d'instruments pour agir sur les situations. Et finalement, on va les voir agir plutôt dans des postures et des actions de coordination pour amener les gens autour de la table, travailler aux énoncés, travailler au contenu de projet. Et plus le PNR est ancien et inscrit dans son territoire de façon légitime comme, comme cet acteur de coordination, plus il a des chances d'avoir un PAT qui avance bien et d'avoir un rôle pionnier là-dedans. Donc, il y a des identités de parcs qui sont assez contrastées. Voilà, il y a d'autres projets de recherche qui travaillent là-dessus en ce moment, notamment le projet Charme. Là-dessus. Les îles sont des territoires laboratoires très intéressants parce que leur territoire est clos et elles nous ont donné à voir ce qui se passe, ce que c'est que finalement le risque d'approvisionnement, le risque alimentaire ou l'équilibre offre-demande de façon très illustrée, puisque c'est des territoires qui ont à la fois attiré énormément d'habitants pendant le confinement et qui en même temps ont vu leurs ressources mises à l'épreuve, puisque le confinement a eu lieu au printemps assez tôt, à un moment où d'habitude il n'y a pas de touristes ou peu de touristes. Or, la logistique prête pour les touristes, elle est prête en fin de printemps, début d'été. À ce moment-là du confinement, il n'y avait pas de stock ou très peu de stock. Donc, il y a beaucoup à dire sur ce qui s'est passé dans les îles en termes d'enseignement. Qu'est-ce qui se passe dans un territoire clos dans le rapport offre-demande? On a un vrai capital d'expérience là sur ce que c'est qu'une fragilité territoriale et les leviers d'une résilience. C'est très intéressant à regarder. Et puis les intercommunalités, brièvement, parce que là aussi, il y aurait beaucoup à dire, nous sont apparus comme l'échelle où les instruments d'action publique sont les plus évidents, les plus disponibles pour se mettre en mouvement autour d'un projet alimentaire coordonné, c'est-à-dire qu'on a non seulement un vivier, un bassin légitime, parce que les mangeurs sont là, c'est là que la nourriture est captée, donc géographiquement, socio-économiquement, c'est logique finalement que la réflexion alimentaire soit centrée sur ces bassins urbains, mais en plus, il y a quand même des couches d'instruments d'action publique qui permettent d'avoir une réelle action coordonnée. Pas forcément sur tout, mais quand même sur beaucoup de choses. Donc, elles nous sont apparues finalement comme des artisans majeurs de cette transition alimentaire vers une certaine territorialisation. Merci Catherine. On va du coup passer aux vulnérabilités. Alors, donc c'est le caractère de quelque chose de fragile, en fait, et donc nous avons détecté 6 faiblesses sur nos observations. Donc, la faiblesse, c'est le rond, hein, vous voyez dans chacun des ronds, en fait, les 6 vulnérabilités. Et donc, on va essayer de préciser les solutions qui ont été mises en place. Donc, ça, c'est la petite flèche qui entoure les différents éléments. Donc, on va, dans les diapositives après, décrire les 4 premières hein, qui sont en italique. Donc là, je vais parler un peu succinctement des deux, donc de la gouvernance institutionnelle du système alimentaire, qui est finalement très descendante, en fait. Hein. Donc, en cas de rupture alimentaire, la rupture alimentaire on s'est aperçu que c'est un impensé, hein, donc c'est pas nous qui le disons, hein, c'est des experts avec lesquels on travaille, notamment Stéphane Mini. Mais donc cet impensé en fait entraîne des décisions descendantes très brutales finalement ou très soudaines. On peut penser à la fermeture des marchés et donc les élus locaux, comme le disait Catherine, sont obligés de tricoter un petit peu avec leurs différentes casquettes pour trouver des solutions. Donc, effectivement, donc, voilà, il y a cette gouvernance, en fait, qui est quand même un élément important en termes de vulnérabilité. La deuxième vulnérabilité qu'on évoque rapidement, c'est justement la temporalité entre l'urgence et le moyen terme. Et en fait, ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, il y a une articulation qui n'est pas du tout préparée, en fait, et entre les actions d'urgence et le moyen terme, qui est par exemple inhérent à la production alimentaire, cette articulation est extrêmement difficile à gérer. Et par exemple, les producteurs en circuit court ont beaucoup puisé dans les stocks au moment des confinements, et on sait que les stocks sont importants à reconstituer par la suite. Si on évoque là les quatre autres vulnérabilités,
Donc, la diapositive suivante montre la question de la gestion des flux en période de crise. Donc, à gauche, vous avez les différentes vulnérabilités qui sont, enfin, les différentes faiblesses qui sont présentées, et à droite, les différentes solutions qu'on a pu observer. Donc, effectivement, face à une dépendance au débouché unique, que ce soit dû au caractère touristique en fait du débouché, ou par exemple la restauration collective, la solution est de ne pas mettre comme on le dit en langage alimentaire, ne pas mettre les œufs dans le même panier et d'avoir des débouchés multicanaux. Alors, c'est pas tellement nouveau, hein, on avait pu le voir dans des précédents travaux, notamment la recherche action SALT qu'on avait menée notamment avec l'Institut Agro dès 2010. La deuxième, c'est que face aux rigidités en fait, des dynamiques de production, de transformation, de distribution, il y a des initiatives spontanées qui se sont mises en place entre les distributeurs, les producteurs, et il y a eu des collectifs de restaurateurs aussi, comme Superfood dans le territoire de Dinan, ou alors il y a eu des espaces de vente qui ont pu se faire dans les supermarchés, par exemple, où les producteurs ont pu s'installer dans les supermarchés. L'autre élément qu'on a vu, c'est que il y a eu un isolement, une absence d'interconnaissance qui a été révélée. Et face à ça, en fait, il y a beaucoup, les réseaux sociaux ont joué un rôle très important. Et il y a aussi l'outil qu'on utilise, les visioconférences, ont été des éléments très importants aussi qui ont pu être mobilisés dans ce cadre-là. Ensuite, une autre vulnérabilité qu'on peut voir, c'est la situation, la structuration des circuits courts territoriaux. Et donc, du coup, alors c'est la diapositive suivante. Donc, en fait, ce qui s'est passé face à cette vulnérabilité de la structuration des circuits courts, on a vu en fait une faiblesse, une certaine faiblesse de la diversification des productions locales. Et donc, face à ça, il y a eu beaucoup la densité et la structuration des circuits courts qui préexistaient sur les territoires a été un élément assez déterminant pour faire face à la demande et absorber le surplus de demande qu'on a pu voir. Donc, l'organisation, par exemple, de plateformes de vente en ligne ont pu, par exemple, absorber des doublements de paniers. Des magasins de producteurs comme à Belle-Île ont pu aussi absorber ce surplus de demande. Ensuite, un autre élément qu'on a pu observer dans cette structuration des circuits courts, c'est il y avait quand même en creux un manque de soutien et de reconnaissance de toutes ces dynamiques de circuits courts, hein, qui étaient peu considérées. Et là, il y a eu une très forte sollicitation. Et en fait, ce qui a été observé, c'est que on a reconnu, donc il y a eu un soutien des collectivités notamment, pour tous ces réseaux pionniers, en fait, comme l'a décrit Catherine, qui ont pu être déterminants pour répondre à ces ruptures alimentaires qu'il pouvait y avoir au niveau des territoires. Un autre élément qu'on a pu observer, c'est s'il n'y a pas de réseau déjà constitué, ça peut générer en fait des difficultés de réponse à la crise. Et en fait, dans les territoires où il y avait, comme par exemple le territoire qu'on va voir tout à l'heure, le PNR du Perche, des réseaux pionniers, en fait, ça a pu être vraiment, il y a pu y avoir vraiment une réponse beaucoup plus rapide qui a pu être générée. La dernière, donc la diapositive suivante montre la vulnérabilité aussi par rapport à l'organisation des acteurs et la diffusion de la communication et de l'information. Et ce qu'on a pu voir au niveau de la crise, c'est qu'il y a une information incertaine qui a pu circuler. On avait des informations diverses et variées. Enfin, on peut se souvenir de l'autorisation, par exemple, sur les marchés de plein air. Et face à ça, en fait, on a pu, les opérateurs agricoles et alimentaires ont pu s'organiser pour
faire circuler l'information, fluidifier les échanges, par exemple à travers des bourses d'échange qui étaient mis en place de façon spontanée, notamment par les outils numériques. Et il y a aussi une mise en valeur en fait, de toutes ces fonctions d'animation qui, au niveau du territoire, ont une connaissance fine du territoire et qui ont pu réellement mettre en lien les personnes dans l'urgence. Il y a un autre élément qui est apparu, c'est une absence de lisibilité. En fait, hein, les gens ne savaient pas où trouver en urgence, par exemple, des produits locaux. Et là, donc, ce qui a été fait, c'est des solutions qui ont été trouvées, c'est de mettre en place des sites en ligne, des lieux où on centralisait l'information et on pouvait trouver une information en temps suffisamment court. Voilà pour ces quelques éléments par rapport aux différentes vulnérabilités et aux solutions qu'on a pu observer. Alors, je ne sais pas si, Amélie, il y a des questions ou des remarques qui apparaissent dans le chat. Oui, alors pas encore, mais n'hésitez pas à poser vos questions ou à faire part de vos remarques avant qu'on passe à la présentation donc, de Louise Fromageau du PNR du Perche. Donc on a quelques minutes. Voilà, vous pouvez les écrire et je les ferai remonter. Très bien. Bon, de toute façon, les questions pourront venir par la suite, hein, si vous le souhaitez, et vous pouvez interagir. On va passer donc au témoignage du territoire du Perche. Donc, il y a un territoire rural, mais qui est sous influence de la plus grosse zone urbaine de France. Et on peut demander peut-être à Louise, à quoi a servi ce bilan de la crise Covid-19 et comment, sur ce territoire, est appréhendée la résilience alimentaire. Voilà. Est-ce que Louise peut nous dire ces éléments-là? Je ne sais pas si Louise nous entend. Je vous entends, vous m'entendez bien? C'est bon, Amélie? Oui, c'est bon. Super. D'abord, merci Blaise, Amélie, Anne-Cécile et puis l'équipe pour nous faire témoigner. Du coup, on a fait deux petites slides. La première, c'est pour présenter un peu le parc, parce que je pense que c'est important, et puis pour replacer aussi le contexte du lien entre le parc et puis son engagement dans le projet Atlas. Donc les missions d'un parc naturel, c'est alors il y a 5 missions principales, mais une des missions, c'est d'innover et d'expérimenter. C'est une mission qui est demandée par la région, qui est un de nos principaux financeurs. Et donc d'innover sur les territoires des parcs pour ensuite aller diffuser dans le reste de la région. Et c'est particulièrement vrai sur la transition agroécologique avec la région Normandie et tout son travail qui est fait avec le GIEC normand. Donc voilà, et elle nous a notamment demandé de travailler sur les scénarios de crise. Et donc c'est dans ce chemin-là qu'on s'est engagé avec le projet Atlas 2. Sur le territoire. Alors, je vous ai mis une petite carte juste pour vous présenter vraiment rapidement le parc. Donc, on est un territoire très rural. Il n'y a pas tellement de bassins, il n'y a pas de bassin de métropole dans le territoire. Il y a une grosse influence de Paris, à la fois d'un point de vue agricole. Enfin, déjà, c'est un territoire qui vit beaucoup d'export et d'import, en fait, où on a peu d'autonomie alimentaire, entre guillemets. Alors, l'influence mancelle, elle est vraiment réduite, hein, c'est parce que c'était sur la carte. Mais donc, il y a cette influence-là qui est présente, et puis aussi les résidences secondaires qui se sont aussi qui étaient déjà présentes largement, mais qui se sont beaucoup développées pendant le Covid, et donc qui ont joué un rôle important. Et qui continue à avoir un rôle important encore maintenant. Et là, ce que je voulais dire dans l'influence de la plaine céréalière, c'est qu'on est un territoire de transition en termes géographiques, parce qu'on est entre la Beauce, le bassin parisien, et puis le bocage normand, qui est beaucoup plus tourné vers l'élevage. Et donc, ce qu'on observe, et c'est encore le cas avec le dernier recensement, c'est une régression de l'élevage et donc des paysages associés, du bocage, des haies, etc., avec le développement des céréales et donc de paysages de plus en plus uniformisés. Donc ça, c'est une de nos préoccupations majeures. Alors pour le PAT, le parc travaille sur l'agriculture depuis ses débuts, en fait, avec l'AOP site du Perche, avec 1000 Perches, le marché d'intérêt local qui a joué aussi un rôle important pendant la crise.
Voilà, enfin d'autres initiatives. Et le PAT date de 2019, il a été labellisé en 2020, donc pour les 3 ans, 2021, 2022, 2023. Et dans ce cadre-là, on a travaillé avec Teralim qui nous a accompagnés à l'élaboration du projet. Donc il y a un peu une dimension aussi résilience depuis le début du projet dans ce cadre-là. Alors, sur la slide d'après, je vous ai mis donc la carte mentale des actions dans le cadre du PAT. Et alors là, j'ai mis que les actions prioritaires. Et donc ça a été fait avec 8 groupes de travail pendant la phase de concertation et de diagnostic, etc. Du PAT. Donc on voit qu'il y a déjà le terme résilience. Voilà, donc dans les 2 bleus, en fait, dans relocaliser le système alimentaire et dans agir pour la transition agricole avec toutes les plantations de haies, etc. Alors ensuite, pour vous parler un peu de ce qui a été fait, notamment dans la phase 1 avec Atlas sur le diagnostic un peu de ce qui s'est passé pendant le Covid. Donc c'est un peu ce qui a été dit déjà, donc je vais peut-être pas redire, mais juste simplement donner des exemples. Donc il y a eu une adaptation très forte des producteurs en circuit court pour répondre à l'afflux notamment des résidents secondaires. Mille Perche qui était plutôt orienté sur les cantines à développer une gamme pour livrer chez les particuliers, etc. Donc ça a très vite baissé après le Covid, mais ils gardent quand même un peu cette dimension-là parce que, notamment pour un peu diversifier ces canaux, et puis parce que ça semble, ça reste intéressant, mais par contre, c'est pas forcément au final, celle qui rapporte le plus de bénéfices et de chiffre d'affaires. Et donc, j'abonde aussi dans ce qui a été dit sur le rôle des élus. Le marché de Nogent a pu réouvrir au bout de 5 semaines, et ça, c'est grâce au maire. Voilà, donc on a aussi vu ça sur le territoire. Ensuite, ce que nous apporte Atlas 2, c'est vraiment d'éclairer les actions, l'ensemble des actions qu'on a dans le cadre du PAT avec ce prisme résilience. Et notamment le fait de pouvoir, dans notre communication, dans comment est-ce qu'on essaye de mobiliser les habitants, d'avoir toujours ce prisme résilience. Et un exemple qu'on a, c'est que par exemple pour l'organisation, donc on en parle, je pense que vous en parlerez juste après, mais dans l'organisation de l'atelier, du prochain atelier avec Atlas sur comment est-ce qu'on peut gérer une crise, une rupture alimentaire, il y a eu déjà des débats pendant notre réunion plénière. Donc les réunions plénières, c'est un peu l'instance de gouvernance principale du PAT ici. Et donc voilà, le fait d'amener ce sujet avec Atlas a créé déjà des débats, des discussions et des avis contradictoires. Donc rien que ça, c'était quand même très intéressant. Voilà, et ensuite, donc nous, la résilience, on la voit dans certaines de nos actions, comme par exemple tout ce qui est autour de l'autoproduction, en fait, avec les jardins partagés. Il y a un des jardins partagés à Nogent qui s'est pareil pas mal développé pendant le Covid. Et en fait, et aujourd'hui, on travaille vraiment pour que les jardins partagés de tout le territoire soient mis en réseau et qui gagnent, entre guillemets, en puissance, et pas simplement pour se nourrir, mais aussi pour nourrir les cantines. Et on a un exemple de jardin qui fait ça là, à Swansea, c'est-à-dire que dont le projet initial, c'est vraiment que le jardin produise pour l'école. Et donc voilà, on essaye de mettre tout ça en réseau. Ensuite, un autre bénéfice, je dirais, de ce qui se passe sur le territoire avec Atlas, c'est le fait d'aller à travers l'atelier, le jeu qui va avoir lieu en début 2023. C'est de pouvoir mobiliser d'autres personnes qu'on ne mobiliserait pas sinon. Donc là, l'exemple que j'ai en tête, c'est qu'on va sans doute essayer d'aller mobiliser la sécurité civile à Nogent. Et en fait, c'est des acteurs qu'on n'aurait pas été mobilisés sur des sujets d'alimentation sinon. Et en fait, voilà, je trouve que des moments comme ça permet de pouvoir aller chercher d'autres gens. Et puis, dernier point, je pense que ça amène aussi de la légitimité à parler de cette question, voilà, qui n'est pas forcément facile à aborder avec les élus notamment. Parce qu'elle fait un peu peur et parce que voilà, ça fait un peu peur.
Autre chose, je pense que ça nous a fait, enfin, au final, en tant qu'agents, élus, etc., ça nous a fait réfléchir sur les fragilités déjà de nos connaissances du territoire sur cet aspect résilience, le peu de connaissances qu'on a finalement sur où sont les stocks, à qui ils appartiennent, comment est-ce qu'on les mobilise s'il y a un problème. Voilà. Également toute la question de l'accessibilité, de l'alimentation, nous notamment en milieu rural. Donc c'est des réflexions qu'on a déjà quand on pense à l'aide alimentaire, à la précarité alimentaire, etc. Mais au final, elle peut se poser de façon beaucoup plus globale si on pense à un moment où il y a une crise énergétique, quoi. Voilà, et je dirais que oui, ça nous amène aussi à penser la résilience plus sur un aspect social, parce que jusque-là, quand on pense résilience, on pense beaucoup, par exemple, nous, sur notre territoire, préserver le paysage, la biodiversité, qui permet une résilience écologique, je dirais, mais en fait, on oublie parfois, enfin, j'ai l'impression qu'on oublie l'aspect résilience sociale, et au final, ça, c'est notre capacité aussi à gérer des émotions ensemble en collectif et donc pouvoir expérimenter ça, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va se comporter face à une crise, ça me semble aussi important que de planter des arbres au final. Voilà, j'ai fini ce que j'avais à dire. Merci. D'accord. Merci, Merci, Louise. Merci, Louise. Du coup, est-ce que, Amélie, il y a des questions vis-à-vis du chat? Oui, du coup, il y a eu quelques questions. Tout d'abord, sur le rôle des élus. Donc, une question en fait, est-ce qu'il y a une différence entre les élus qui sont mobilisés dans les PAT et les autres, notamment en termes de réactions plutôt positives ou négatives? Donc voilà, Louise, tu as déjà un petit peu commencé à évoquer le rôle des élus, mais si vous avez d'autres éléments là-dessus. Pour l'instant, on en a parlé pendant la plénière du PAT, donc c'était les élus mobilisés pour le PAT. Ça n'a pas d'éléments de comparaison. J'ai pas d'éléments de comparaison. Alors, en fait, bon, la plupart des territoires français sont couverts par les PAT actuellement. Hein. Enfin, c'est plutôt la rareté. En tout cas, il y a énormément de PAT. Et effectivement, peut-être que les PAT qui sont engagés dans des démarches de résilience comme le PNR du Perche sont relativement rares, hein, il faut le signaler. Hein, le PNR du Perche est un pionnier avec les 6 autres territoires, avec les 5 autres territoires d'Atlas 2 hein, et puis quelques autres. Mais effectivement, donc c'est pas évident de dire s'il y a une différence nette, parce qu'effectivement, la démarche est assez récente. Mais effectivement, les territoires qui n'ont pas du tout de PAT, et donc qui ne sont pas intéressés à une démarche alimentaire au niveau du territoire, sont a priori peu sensibles aux questions de résilience. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, du coup, Amélie? Oui, peut-être plutôt pour Louise, mais c'est une question sur le lien justement entre les PAT et la résilience alimentaire, puisqu'en fait, est-ce que toutes les actions qui sont portées par les PAT ne sont pas par nature des actions résilience, et puis notamment comme c'est des actions qui sont mises en place pour aller vers plus d'autonomie alimentaire. Voilà. Alors, disons que oui, elles peuvent toutes avoir un lien. Par contre, je pense que, pour moi, relocaliser, par exemple, c'est pas forcément prendre en compte la résilience. On peut se dire, oui, plus on aura d'outils qui sont gérés de façon collective ou qui sont d'une taille assez réduite, qui peuvent s'adapter et être flexibles, plus ça va aider, plus ça va permettre d'être résilient. Mais au final, je pense qu'il faut vraiment avoir conscience de cet aspect-là quand on les envisage. Parce qu'en fait, ça fait c'est un peu comme quand on dimensionne par exemple une unité de production, au final, il faut qu'on la dimensionne pour comme l'énergie, il faut qu'on la dimensionne pour une capacité max, entre guillemets. Et donc, se projeter peut-être dans des moments de crise, à mon avis, ça peut permettre de dimensionner certains, notamment sur la relocalisation des outils de production, quelque chose qui nous intéresse beaucoup, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on a du coup peu d'outils industriels de transformation, etc., et donc peu de valeur ajoutée au final qui reste sur le territoire.
Et donc, on est dans plein de réflexions sur ça, sur le dimensionnement. Et d'ailleurs, on a aussi des expériences qui montrent que parfois petit n'est pas forcément très résilient. Donc, voilà. Enfin, en tout cas, moi, je trouve que c'est important d'éclairer toutes ces actions, qui sont des actions qui peuvent aider à la résilience, mais de les éclairer avec l'aspect résilience, quoi. Si je peux compléter sur cette question, juste, pour moi, effectivement, la majorité des actions qui sont présentées ici, elles sont liées avec des questions de résilience. Et en fait, dans le projet Atlas 2, on est rentré un peu avec ce grand mot résilience. Et finalement, dans le travail là qu'on est en train de mener sur le volet 2, on est plus en train de travailler sur la préparation face au risque de rupture, vraiment sur des situations plus de crise. Et donc, en fait, on a évolué aussi dans le travail qu'on mène par rapport à ça, parce qu'il y a des actions qu'on peut mener d'atténuation, d'adaptation, etc. Enfin, voilà, il y a tout un volet d'actions qu'on peut mener concernant les questions de résilience. Et là, dans le projet, on s'est plutôt orienté sur la préparation face au risque de rupture. Et donc, c'est pour ça que, Louise, tu citais voilà, comment on se comporte face aux crises, voilà, des ateliers d'échange, etc. Et donc, voilà, c'est un peu ça, finalement, l'orientation qu'on a prise aujourd'hui dans ce vaste champ qu'est la résilience alimentaire, finalement. Amélie, est-ce qu'il y a d'autres Oui. questions au niveau Alors, il y a une question sur la mobilisation des acteurs de la sécurité civile, parce qu'effectivement, Louise a évoqué les ateliers. Donc, c'est des ateliers qui se tiennent dans le cadre du volet 2 et que je vais un peu plus détailler par la suite. Donc, voilà, je propose de répondre à cette question plus tard. Et sinon, il y a une autre question plus pour Louise, quelqu'un demande en fait si est-ce qu'au sein du PAT, vous avez eu des contacts avec la préfecture qui gère les dispositifs de gestion de crise, ou est-ce qu'il y a une délégation de compétences qui a été faite sur ces aspects-là? Alors non, non, pas du tout. Enfin, on devrait prendre contact avec la préfecture, non. Pas de contact pour l'instant, il n'y a pas eu de délégation. Peut-être qui joue Louise, peut-être si on peut se permettre, qui joue un peu ce rôle-là de correspondant en fait c'est la sécurité civile en fait, de la sécurité un petit peu au niveau du territoire, c'est la sécurité civile. Après, justement, l'atelier sera l'occasion justement de mobiliser ces acteurs, que ce soit la préfecture, la sécurité civile, etc. Et peut-être du coup, c'est ça qui peut répondre à la question d'avant, c'est que là, l'atelier va avoir lieu début d'année 2023. On n'a pas encore, au final, commencé la mobilisation. C'est justement entre guillemets, un peu une excuse pour voilà, se prendre contact sur tous ces sujets. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, pas d'autres questions. Donc, du coup, je ne sais pas, est-ce qu'il y a autour de l'écran des territoires qui veulent témoigner, justement, un peu comme l'a fait Louis, sur leur démarche par rapport à la résilience alimentaire? Est-ce qu'il y a des réflexions au sein des territoires qui seraient susceptibles d'intéresser les participants? Alors, il n'y a pas les territoires peuvent se préparer, donc vous pouvez lever la main si vous voulez. Il y a une question aussi sur l'engagement des territoires, justement, comment ça se fait qu'il n'y ait que 6 territoires en fait engagés dans le projet sur ces questions-là? Alors, c'est des territoires, donc pourquoi il n'y a que 6 territoires, hein, c'est parce que Atlas est un projet de recherche-action, et du coup, on est sur une notion de site pilote, en fait. Et c'est la raison pour laquelle on a souhaité prendre un nombre limité de territoires, des territoires ruraux, avec des configurations un peu complémentaires. On l'a vu dans les exposés. Et l'idée, c'est de pouvoir en tirer un certain nombre d'enseignements et d'essaimer en fait les différentes conclusions pour que d'autres territoires s'engagent à leur tour dans ce type de démarche de résilience alimentaire. Et justement, pour compléter, est-ce qu'on aurait des conseils pour accompagner les territoires qui souhaitent s'engager dans une démarche comme celle-ci? Bon, ben, justement, c'est l'objet même du projet Atlas 2, hein, de donner un petit peu aux territoires, notamment ruraux, les conditions pour s'engager dans ces dynamiques-là. Je ne sais pas, on peut peut-être laisser la parole à Louise pour qu'elle nous dise un petit peu
par rapport à la question de la résilience alimentaire, est-ce que il y a un enseignement majeur? Quelles sont les conditions et les conseils? Et puis, on pourra peut-être ensuite donner quelques indications génériques. Donc, Bah, oui, Louis, est-ce qu'il y a des éléments, en fait, oui, oui. par rapport au parc naturel régional du Perche, là, qui apparaissent comme importants pour des personnes, pour des territoires qui veulent s'engager justement sur des sur des démarches de résilience alimentaire, pardon. Et ben, pour moi, c'est d'abord d'aller voir toutes ces ressources que vous pouvez proposer via. Enfin, en fait, ce qui est intéressant dans le projet Atlas, c'est que ça met en lien avec plein de dynamiques qu'il y a sur ces questions-là, via les CIVAM, via le réseau RMT. Voilà, j'en oublie, enfin, des réseaux de recherche, tout ce qui est sur la sécurité alimentaire, la sécurité sociale alimentaire, etc. Donc, enfin oui, je pense que c'est déjà le premier aspect. Et puis moi, je le lis aussi avec. Enfin, du coup, nous, enfin, par exemple, là, on a eu une journée organisée par le réseau Impact aussi, qui permet vraiment d'échanger et de voir quelles sont un peu les possibilités. Et je pense enfin, la première chose sur ces sujets, c'est la question de la mobilisation citoyenne, en fait. C'est-à-dire à quel point est-ce que le PAT répond au final à un besoin de territoire, enfin, répond précisément à un besoin de territoire. Enfin voilà, moi, en tout cas, je relie vraiment cette question de résilience maintenant, avec tous les échanges qu'on a eus, à la question de la mobilisation citoyenne et de la démocratie, au final. Voilà. Très bien. On peut peut-être prendre une dernière question. Je voulais juste compléter. apporter un complément sur le que si territoire, en précisant que les autres, enfin, il y a plein de territoires en fait qui s'engagent sur des questions un peu similaires à celles du projet Atlas, puisque c'est aussi une question montante d'actualité. Toutes ces réflexions de s'adapter face au manque d'énergie, au manque de ressources fossiles, voilà, des risques de rupture multiples. Et donc, en fait, il y a différentes dynamiques qui existent aujourd'hui en France. Elles ne sont pas non plus hyper nombreuses, mais il y en a plusieurs. On n'est pas du tout le seul projet qui travaille sur ces questions-là. Donc, en fait, nous, il y a 6 territoires dans le projet Atlas 2, mais il y en a plein d'autres dans d'autres projets, et du coup, qui s'engagent chacun de manière différente. Et c'est ça aussi qui fait la force. On a des occasions d'échanger ensemble et ça permet aussi à chacun des projets de venir se renforcer, de venir contribuer aux réflexions les uns aux autres. Et comme ça, tous ensemble, on pourra aussi faire des recommandations qui sont plus larges. On a par exemple eu une présentation du travail qui était mené à Dieu-le-Fit dans le cadre du projet Atlas. Et voilà, ça permet de venir se nourrir les uns les autres de nos réflexions. Donc, on peut peut-être prendre encore une dernière question avant de passer à la suite. C'est une question assez rapide sur le lien entre la fermeture des marchés et la résilience. Est-ce que la fermeture des marchés a vraiment eu un impact sur la résilience alimentaire pendant la crise? Alors, ce qui a surpris tout le monde, en fait, c'est la soudaineté de la fermeture des marchés et un peu la réaction par rapport à ça. Et là où on pourrait parler de lien peut-être avec les résiliences, c'est que vraiment les élus locaux, notamment les conseillers municipaux, les maires, ont beaucoup réagi pour organiser en fait une réaction à cette fermeture de marché. Déjà, ils ont fait des propositions alternatives pour que les marchés, donc ils ont réduit le nombre d'étals, par exemple. Ils ont priorisé sur un certain nombre d'exposants ou donc notamment des producteurs, en fait. Donc, d'une certaine manière, ça a été une façon d'organiser une forme de résilience alimentaire dans un moment où, effectivement, le marché avait été, d'un point de vue sanitaire, évalué comme un risque, finalement, un lieu où allait circuler un virus et allait se propager, voilà, toute la pandémie, être un facteur favorisant pour répandre la pandémie. Et donc là, les élus, en fait, ont vraiment pris conscience et ont agi pour que ce soit un lieu où
la distribution alimentaire, souvent locale, puisse se faire dans des conditions sanitaires qui soient tout à fait conformes aux barrières sanitaires. Donc oui, d'une certaine manière, ça a déclenché chez les élus locaux, notamment, une forme d'organisation pour permettre une résilience alimentaire. Très bien. Bah, merci Blaise. Je propose de passer à la suite et on aura encore un temps de questions-réponses à la fin. Du coup, je vais vous présenter la suite du projet, puisque comme l'a rappelé Anne-Cécile en introduction, le projet Atlas 2 il se poursuit encore jusqu'à fin 2023. Là, on vous a présenté le volet 1 qui est finalisé, et donc il y a encore le volet 2 et le volet 3. Donc le volet 2, il est actuellement en cours. C'est donc une étude de rupture alimentaire dans les territoires qui se traduit concrètement par l'organisation d'ateliers stress test dans les territoires partenaires du projet. Je veux bien que tu passes la slide suivante, s'il te plaît. En fait, ces ateliers, ils visent à tester donc, un scénario de crise plausible, donc scénario qui sera élaboré avec des spécialistes de gestion de crise en fonction des particularités de chaque territoire. Et l'objectif, c'est d'expérimenter les réactions des acteurs au risque de rupture alimentaire et de construire une adaptation collective. Pour les territoires, ça se traduit concrètement par initier un travail collectif pour s'adapter et se préparer au sein de son territoire au risque de rupture alimentaire. Et pour les participants, alors je précise que c'est des ateliers qui sont ouverts très largement à tous les profils, donc pas forcément des profils alimentaires. C'est pour ça que Louise citait aussi la sécurité civile, mais également des citoyens qui seraient intéressés. Voilà, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Et pour ces participants-là, ça sera justement l'occasion de prendre conscience du risque de rupture alimentaire, de changer de perspective et puis de vivre une expérience. Donc, c'est des ateliers qui seront organisés début d'année 2023. Donc ici, vous voyez, on a déjà mené un premier atelier pilote à Belle-Île, donc en juin 2022. Et on vous tiendra en fait au courant de l'avancée de ces ateliers-là. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter, à suivre nos différents réseaux sociaux et notre site internet. On va communiquer là-dessus un peu plus en début d'année. Et puis ensuite, on a donc le volet 3. L'objectif de ce volet, c'est d'élaborer des préconisations juridiques et organisationnelles qui doivent permettre aux collectivités locales et aux acteurs du territoire d'intégrer un volet résilience dans leur stratégie alimentaire locale et de faire évoluer des dispositifs réglementaires de gestion de crise, notamment en intégrant ce risque-là de rupture alimentaire qui n'est pas encore pris en compte. Donc, c'est un volet qui aura plutôt lieu fin 2023, même si les discussions sont déjà en cours. Et en parallèle de ces différents volets, il y a aussi un travail de veille et de recherche bibliographique sur la question de la sécurité alimentaire, du risque de rupture alimentaire qui est en cours. Donc, j'ai notamment fait un travail sur les différentes stratégies d'approvisionnement alimentaire des pays européens avec un focus un peu plus particulier sur l'Allemagne, la Finlande et la Suisse. Donc, travail qui se traduit sous la forme de fiches et de notes qui sont dès à présent disponibles sur le site internet du projet. Donc, pour le moment, les premières, c'est sur l'Allemagne. Voilà, et ensuite, les autres fiches seront mises en ligne au fur et à mesure. Et en fait, l'objet de ce travail, c'est de voir un petit peu ce qui se passe à l'étranger, comment est-ce que ce risque-là de rupture alimentaire il est pris en compte, quelles stratégies ont été mises en place, est-ce qu'il y a des choses qui sont des mesures qui peuvent être transposées en France. Et puis, il y a également d'autres notes thématiques qui vont être mises en ligne pour approfondir un petit peu plus certaines notions, et puis aussi des fiches de lecture sur des rapports qui vont évoquer la résilience. Donc voilà, tout ça, c'est des ressources qui seront disponibles sur notre site internet et qui seront mises en ligne au fur et à mesure. Voilà. Merci Amélie. Donc, vous l'avez vu, on vous a présenté les premiers résultats. Il y a un certain nombre d'éléments qui vont arriver. Donc, on est à peu près à mi-parcours du projet Atlas. Et du coup, on va pouvoir encore par le site internet, comme le disait Amélie, par la newsletter. Donc, on vous invite à vous inscrire en fait sur le site internet.
On a aussi une page LinkedIn qui vous permet de suivre un certain nombre d'informations et d'actualités. Donc, voilà, on vous tiendra au courant et vous pourrez participer comme ça à la connaissance de ces différents supports et de ces différents soutiens. Donc, on était une quarantaine de participants à ce webinaire. On vous remercie beaucoup pour vos contributions. On remercie aussi les intervenants, Louise Fromageau du PNR du Perche, Anne-Cécile Britt de la FRC Bretagne, Catherine Darro de l'Institut Agro, Amélie Carrère de l'Institut Agro-Tiralim. On vous donne du coup rendez-vous pour des prochains éléments, des prochains travaux et des prochains retours de travaux dans les prochaines semaines. Voilà, on vous remercie à nouveau pour votre participation. N'hésitez pas, là, dans les quelques minutes par rapport au chat, de dire un peu ce que vous avez pensé de ce webinaire pour qu'effectivement, on puisse se servir de ces éléments pour améliorer la diffusion des différentes ressources. Voilà, merci à vous et bonne continuation d'après-midi. Merci à tous.